Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo explicative sur la pensée complexe, la prédone et le glutamate, comment je suis arrivé à parler de contradictions, etc. et qu'est-ce qui s'est passé. Alors je partais du postulat scientifique que deux choses sont antagonistes et complémentaires, mais je n'arrivais pas à résoudre cette problématique, cette question-là, avec le point de vue purement scientifique. Il fallait le résoudre avec le point de vue philosophique, avec le point de vue mathématique et le point de vue physique. Aujourd'hui, on ne nous apprend pas à affronter l'illogisme de la réalité, et je vais l'expliquer un peu avec la pensée complexe. Vous connaissez ma pensée, vous connaissez ma méthodologie de pensée, vous connaissez maintenant depuis quelques années comment j'applique, comment je remarie cette pensée philosophique à la pensée scientifique, comme j'ai la précisé Edgar Morin et comme je l'ai précisé depuis de nombreuses années. Alors, on va expliquer plutôt une partie 1, et ça sera toujours cette partie plus philosophique et complexe, et la partie 2, la partie purement scientifique, biologique, techno-scientifique. Alors sur la partie complexe, sur la contradiction, c'est ça qui était très étonnant puisque on avait un neurotransmetteur toxique et important pour la mémoire. Je me suis dit, ok, je vais résoudre cette question-là. Et donc dans la contradiction, il faut savoir que la contradiction, elle naît de l'incertitude avec la mère de toutes les sciences qui s'appelle la physique. Donc pour comprendre la contradiction, il faut parler de physique et de mathématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment de certaines choses, certaines constantes, mais je vais aller en profondeur dans les strates du syllogisme et du paradoxe philosophique. Aujourd'hui, la contradiction, c'est un réel problème puisque ça nuit à pas mal de choses. Déjà, c'est un scandale à l'illogisme identitaire. Comme disait Hegel, l'être et le néant sont le même. C'est-à-dire, en fait, que vous avez une association, on va le voir, d'un homo démens et un homo sapiens. Comme si Saint Michel sortait Lucifer en fait du paradis, chassait Lucifer du paradis, mais dans une autre dimension, les deux sont associés. On ne peut pas les diviser, c'est une réalité inséparable. La contradiction, c'est déjà une atteinte au bon sens. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Vous êtes face à un paradoxe. Le deuxième point, c'est le conflit entre deux propositions qui sont démontrables, ce qu'on appelle l'antinomie. Et ensuite, le conflit entre deux choses insolubles, ce qu'on appelle l'aporie. Et enfin, donc la contradiction, c'est l'accouplement de deux choses qui sont séparées l'un l'autre, deux choses opposées. Et ces contradictions-là, il faut que vous les compreniez, puisque ça a été décrit par d'autres philosophes, par d'autres scientifiques. Vous avez Hegel, qui a étudié en fait tout ce qui est là dans la relation de l'être, Pascal dans les relations humaines, et disait Pascal, la source de toutes les hérésies, c'est le non-accord de deux vérités complémentaires. Vous avez Nicolas de Cusa qui a parlé du paradoxe de la contradiction dans Dieu lui-même. Comment Dieu peut-il accepter, par exemple, les pures folies et accepter en même temps les choses les plus angéliques? Et vous avez aussi la contradiction des horizons qui a été définie par Kant, au niveau notamment de la pensée rationnelle, donc de la contradiction dans toute pensée rationnelle avec les apories kantiennes. Donc vous avez une définition des contradictions, une présentation par ces choses-là. Il faut comprendre que le système a rejeté la contradiction, clairement, la science l'a rejetée, mais vous allez voir qu'elle est née, cette contradiction, et cette validation par elle-même, par la physique et par la microphysique. On va prendre la description d'une particule. Lorsqu'on a défini qu'une particule était une onde et en même temps un corpuscule, une onde notamment pour la prévision des phénomènes et un corpuscule pour le transfert d'énergie de manière discrète, on ne peut pas en fait définir la particule sans la définition même de l'onde et du corpuscule. Et donc cette science-là, cette validation du coup par la science elle-même, elle a été diluée notamment par les mathématiques avec les équations mathématiques de la théorie et par Mario Genge qui parlait notamment du quanton. Et donc le quanton, ça mesure en fait, ça présente, si vous voulez, le discontinu de la quantité et le continu dans le côté spatial, dans la spatialité. Et ça a été repris notamment par Richard Feynman, donc ils ont essayé de diluer le propos de la particule, donc onde-corpuscule, par les mathématiques. Mais Heisenberg, par exemple, où il y a un livre qui s'affiche, qui expliquait le tout et les parties, disait clairement, et en théorie quantique,
une alternative n'a pas de réponse que oui et non, il existe d'autres réponses et on va en parler avec le paradoxe du crétois. Ça, c'est le premier point. La science a connu en fait un tournant lorsque Niels Bohr en fait a décidé d'accepter la complémentarité notamment entre ondes et corpuscules, donc dans la définition même de la particule. C'est lui qui a permis en théorie la structure atomique et c'est lui qui a permis l'avancée dans la physique atomique et nucléaire. C'était l'un des plus grands physiciens de toute l'histoire. Il faut comprendre que l'onde et le corpuscule, définir une particule donc de dualité entre la partie onde et corpuscule, vous avez en fait un combat entre ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. Et donc en ce qu'on appelle la rationalité donc de la science, mais aussi la formation empirique de la science. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques ont rejeté cette contradiction au niveau simplement physique, même si elle a été décrite. Néanmoins, elle était présente dans le réel, dans le discontinu et continu, dans l'instinct et la raison, mais aussi dans le système et les individus, dans les individus et l'espèce. On ne peut plus nier, en fait, ces problématiques-là, et il faut comprendre, je vais faire un lien avec Anthony Fardet, que la microphysique et la physique n'est pas définie simplement par une définition déductive identitaire. Et là, on parle par l'étude scientifique d'Anthony Fardet, la méthode holistico-inductive, et la méthode hypothético-déductive qui, bien sûr, s'oppose à ça. Aujourd'hui, la contradiction n'est pas simplement ce que vous voyez au niveau philosophique. Ça a été l'observation et l'expérimentation de la science. C'est ça qu'on s'est dit. Et on va en parler avec le théorème de Gödel et de Tarski. La science elle-même et cette problématique, par exemple, de particules, qui est définie comme une onde et un corpuscule, ce n'est pas simplement un affrontement de l'illogisme de la pensée, mais c'est un affrontement d'illogisme du réel. Et ça, c'est aussi important et intéressant de le concevoir. Dans cette partie-là, et avec un philosophe qui s'appelle Whitehead, qui explique que dans la logique formelle, la contradiction, c'est qu'un indice d'une défaite. Mais en réalité, dans l'évolution du savoir, c'est le début vers le progrès, vers la victoire. Et c'est clairement important de comprendre, et même Carl Gustav Jung, qui dit clairement que ce qui est sans ambiguïté et sans contradiction n'est qu'une partie des choses. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne comprend pas réellement le sens. Niels Bohr, l'un des plus grands physiciens, explique qu'il y a plusieurs vérités, la vérité triviale et la vérité profonde, et que lui, il a accepté le fait qu'une particule soit un onde et un corpuscule, cette complémentarité antagoniste. Et Edgar Morin dit que c'est dérangeant, c'est perturbant, en fait, la contradiction, notamment pour les Occidentaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez trouver maintenant un autre paradoxe, qu'on appelle le paradoxe du crétois, qui est peut-être connu ou que vous connaissez, qui est défini notamment par un crétois qui s'appelle Épinamide et qui dit clairement que tous les crétois sont menteurs. Alors, si on reprend la phrase d'Heisenberg qui dit clairement que une alternative, il n'y a pas que le oui et non, il y a d'autres réponses, si on reprend ce crétois qui dit clairement que si on affirme son hypothèse, tous les crétois sont des menteurs, alors du coup, Épinamide ne dit pas la vérité, donc il ment, et donc cette phrase est incorrecte. Et s'il dit la vérité, cette phrase ne peut pas s'appliquer. Et en fait, il faut voir la réponse d'un méta-point de vue, comme explique Edgar Morin, d'un métasystème. Et là, on va introduire dans la brèche gödelienne, notamment avec le théorème de Gödel en 1931. Et là, ça commence à être intéressant parce que là, vous ne répondez pas par que oui et non, notamment c'est le code binaire, vous répondez par une réponse complexe. Et donc, si on vous dit est-ce que dans la thyroïde, est-ce que l'iode est bon ou mauvais, vous ne pouvez pas répondre par cette question-là, il faut répondre par un méta-point de vue, un métasystème. Et donc, c'est là où les mathématiques qui vont s'allier à la physique vont nous apprendre un peu à répondre à cette question-là. Donc, dans le théorème de Gödel, ce qu'on appelle le théorème d'indécidabilité, donc on ne peut pas se décider, et le théorème de Tarski, le théorème d'incomplétude. Donc en 1931, Gödel il vient mettre une brèche dans la formalité logique, dans cette formalité qui est bien sûr opposée au illogisme du réel, en disant qu'une proposition qui est démontrable dans la logique, elle est impossible. Et là, vous dites, ouais, il y a peut-être un bug. Dans cette partie-là, dans ce système formel, composé d'arithmétique avec de la puissance, avec de la démonstration et avec beaucoup d'arithmétique, elle comporte forcément un énoncé qui est indécidable, non démontrable, non réfutable. Et que la non-contradiction de ce système
va nous amener à des propositions non démontrables. C'est-à-dire aujourd'hui un système, et là on va en revenir avec le théorème de Tarski, qui explique clairement que si on exprime une vérité dans l'arithmétique, elle va obligatoirement se mettre en place avec un paradoxe, et ce paradoxe va créer une contradiction. Donc, même si on essaye de faire du vrai sens, de la vraie arithmétique, forcément, si on cherche une vérité, si on applique une vérité, on va se heurter à une paradoxe et une contradiction. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, puisque même Gödel, en 1966, il dit clairement que les concepts, la description complète épistémologique du langage A n'est pas dans ce langage A, car tous les concepts de vérité de la proposition A n'est pas défini en A. C'est-à-dire en fait que tout ce système que vous voyez, et c'est là où Tarski et Gödel disent qu'en fait il faut trouver la solution en dehors du système avec le théorème donc d'incomplétude, avec les mathématiques. Pourquoi cette phrase-là? Ce qui veut dire que, par exemple, pour le paradoxe du crétois, on ne peut pas réellement dire qu'il a tort et qu'il a raison. On peut simplement dire peut-être que dans un système complexe et anarchique, un crétois qui ne se sent pas réellement crétois, un crétois qui n'est pas défini ou a un contexte différent, et c'est là où le métasystème, le méta-point de vue, permet de mettre le contexte. La préninolone, et maintenant je vais revenir avec la préninolone, si vous avez compris cette pensée complexe, vous pouvez comprendre la préninolone et le glutamate. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça par rapport à l'histamine? Vous savez que l'hypoxie cellulaire va créer du glutamate. Lorsque vous êtes en hypoxie, le corps va sécréter un neurotransmetteur excitateur. Ça, ce sont les faits. On avait expliqué dans les précédentes vidéos que l'adénosine permettait de contrecarrer le glutamate. Mais vous avez une autre hormone, un autre neurotransmetteur, ce qu'on appelle une neurohormone, qui s'appelle la préninolone. Vous avez une image qui est intéressante qui s'affiche, qui vient combattre en fait ce glutamate. Alors la préninolone, c'est une neurohormone, c'est un peu ce qui va créer votre tablier, ce qui va créer votre chemisier, c'est ce que j'appelle la genèse des autoroutes de communication. C'est grâce à la préninolone aujourd'hui que vous avez cette mémoire. Elle vient du cholestérol, et ce cholestérol-là est indispensable pour le corps, et notamment on a mis des statines, qui est une aberration en site scientifique, qui vient couper le cholestérol et la préninolone, hormone hyper importante pour éviter ce qu'on va voir, l'anxiété, la dépression et la dégénérescence cérébrale. Cette neurohormone, elle est présente en grande quantité au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle la grand-mère de toutes les hormones. Vous avez deux neurotransmetteurs aussi présents dans le cerveau, c'est le glutamate et le GABA. Le GABA quasi présent, ils disent à 40% dans le cerveau, vu son importance. Alors, il faut comprendre que la préninolone, elle a la capacité, au niveau des études scientifiques, il y a des études qui vont s'afficher, de réduire l'anxiété, la dépression, les problèmes locomoteurs, donc c'est-à-dire les gens pour se déplacer, et ça permet notamment la survie, la croissance des cellules cérébrales. Les taux bas de préninolone ont été associés à Alzheimer, à Parkinson, à sclérose en plaques, aux autres maladies neurodégénératives. Et d'ailleurs, c'est utilisé dans la prévention et la gestion de ces maladies. Il faut comprendre aussi que la préninolone, des taux bas de préninolone ont été donc associés à des maladies d'Alzheimer, à Parkinson, etc. Fait intéressant, aujourd'hui on sait que la préninolone est intéressante pour calmer le glutamate. Alors, aujourd'hui, et là c'est le point numéro 2, l'excitation d'un neurotransmetteur. Pour la mémoire et l'apprentissage, il faut stimuler les cellules cérébrales. Et pour stimuler les cellules cérébrales, il faut ce qu'on appelle du glutamate. Le glutamate, c'est un excitateur. Je ne vous dis pas qu'il est dangereux dans ce premier temps-là, je vous dis que c'est un excitateur qui va stimuler les cellules cérébrales. Il va agir au niveau de ce qu'on appelle le NMDA, donc des récepteurs N-méthyl-D-aspartate, et donc il va stimuler ce récepteur-là et agir sur l'excitation. Alors le problème avec ça, c'est que l'excitation, ce neurotransmetteur peut être neurotoxique et toxique pour les cellules cérébrales, comme j'en ai parlé dans la vidéo, notamment sur la créatine. Ce qui va poser problème, c'est que c'est beaucoup associé à tout ce qui est TDAH, tout ce qui est associé à l'anxiété, dépression et troubles psy. Tout ça, c'est dû à ça. Et d'ailleurs, dans un additif qui s'appelle le glutamate monosodique, ça s'est ajouté en tant qu'additif, notamment chez les additifs de l'Est, et ça a un effet excitateur. Et là, ça va agir sur les récepteurs NMDA et donc du coup agir sur les récepteurs du glutamate et donc par conséquent exciter de manière nerveuse.
Et d'ailleurs, on a remarqué que des anomalies donc, du récepteur NMDA peuvent causer la schizophrénie. La question, c'est comment un neurotransmetteur absolument indispensable pour la mémoire et l'apprentissage peut être toxique à la fois, neurotoxique. C'est ce que j'expliquais avec la pensée complexe. Vous devez comprendre cette partie-là. Et en fait, en réalité, on ne peut pas répondre avec le oui-non. Il faut répondre, comme on l'a dit, avec le paradoxe discrétoire, en dehors du système, avec un métapoint, ce qu'on appelle un métasystème de cette problématique-là. Donc, dans cette problématique, et il faut comprendre dans et autour de cette problématique, on a remarqué des niveaux bas d'allopregnanolone, donc un dérivé de la pregnanolone, était associé donc à une diminution de la transmission GABAergique, donc qui va rendre l'axe hypothalamo-hypophysaire hyperactif, l'HPA hyperactif. Alors, on parle des récepteurs du GABA, puisque la préléone va stimuler des récepteurs du GABA, on va en reparler. Il faut comprendre que aujourd'hui, et juste j'explique que la contradiction n'a pas été validée que d'un point de vue philosophique, elle a été validée par un point de vue scientifique. J'en ai parlé avec les physiques, mais aussi les mathématiques. Bon. La préléone, quel est son rôle? En fait, son rôle, c'est qu'elle stimule les récepteurs GABA. Alors, elle a tout intérêt, donc elle est très intéressante, notamment au niveau des taux élevés, ont été très associés à des taux bas de bêta-amyloïdes, donc ce qui est très élevé, notamment chez les cas d'Alzheimer, et que ces niveaux bas de prénéolone et de DHA ont été associés à Alzheimer. Et d'ailleurs, les benzodiazépines jouent sur les récepteurs GABA. Et ils ont remarqué, une étude scientifique a remarqué que l'association, et ça s'affiche ici, entre le benzodiazépine et la préléone était intéressante, notamment pour l'anxiété, mais ça luttait contre les effets secondaires des benzodiazépines. Ça, c'est un autre point. Le rôle aussi, c'est qu'ils ont mis en place notamment du sulfate de préléone et, de manière remarquable, ça a amélioré la mémoire. Et l'association entre les deux, entre le taux de préléone et d'Alzheimer était tellement remarquable et tellement claire que les chercheurs ont décidé, et certains chercheurs ont décidé et veulent mettre en place des outils de dépistage d'Alzheimer avec ces tests de neurostéroïdes, ce qui est extrêmement intéressant. Ça, c'est pour le côté pregnénolone. Maintenant, la préléone, elle stimule aussi ce qu'on appelle l'acétylcholine qui est extrêmement intéressante pour la transmission du système nerveux, pour le cycle veille-sommeil, pour tout ce qui est la tonicité musculaire, et donc ça a été corrélé à des taux bas d'Alzheimer, en des taux bas notamment de maladies neurodégénératives d'acétylcholine. Les taux de préléone élevés vont stimuler l'acétylcholine et vont stimuler aussi ce qu'on appelle la survie des cellules cérébrales. Alors, si vous prenez de la préléone, déjà, la forme lipidique, elle va dévier par le foie, donc elle ne va pas être absorbée par le foie, vous pouvez donc l'avoir et la récupérer directement dans le sang. Maintenant, sur la forme micronisée, donc micronisation, donc c'est la réduction de la taille des particules, vous avez plus diffus au niveau des tissus, donc ça va prendre plus de temps. Alors, juste quand vous prenez 400 mg de préléone, ça augmente de 200 mg d'allopregnanolone 4 heures après. Donc, la supplémentation en préléone se fait le matin et pas le soir. Pourquoi? Parce que vous avez le cycle qui se fait ici. La préléone peut se convertir du coup en progestérone et vous fatiguer. Donc, c'est mieux de le prendre le matin pour que vous puissiez construire de l'allopregnanolone et pregnanolone. Et je conseille notamment pour les enfants, les adolescents qui ont des taux bas de préléone, de voir avec le médecin pour se supplémenter en pregnanolone. Donc, c'est ni un complément ni un médicament, c'est une préparation magistrale. Sa législation est un peu bizarre et différente. Elle est autorisée dans tous les autres pays, sauf en France. Donc, il faut une ordonnance. Ou alors, vous avez des sites un peu qui en vendent, qui sont autorisés en France, notamment dans cette question-là. Donc, essayez de vous faire suivre par contre par un thérapeute spécialisé. Maintenant, on va s'intéresser au GABA. Le GABA, c'est hyper intéressant puisque ça vient de deux choses, l'alpha-cétoglutarate et de la glutamine, notamment du cycle de Krebs. Là, vous avez un schéma qui s'affiche et c'est là où on parle du paradoxe puisque la glutamine, elle provient, le glutamate provient de la glutamine et le glutamate va donner du GABA. Donc, il faut passer par l'homo des minces pour arriver à l'homo sapiens, donc la folie et la raison. Et quand je dis que les deux sont liés, c'est par exemple là vous avez le cortisol, la progestérone et le cortisol. Pour stresser, il faut l'hormone de la détente. Et dans ce cas-là précis, pour être calmé, il faut l'excitation. C'est paradoxal et étrange et cette contradiction, on l'affronte dans le réel et pas dans la théorie. Alors, pour convertir, donc du coup, il faut décarboxyler donc le glutamate en GABA, et donc il faut absolument ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle la glutamate décarboxylase, la glutamate décarboxylase qui est extrêmement importante, vous devez avoir de la B6 et du magnésium
important pour avoir cette transformation qui est très intéressante. Sans ceci, vous ne pouvez pas transformer donc le glutamate en GABA. Donc manque de magnésium et de B6, c'est impossible. D'où le fait de mettre une combo dans les compléments alimentaires de magnésium et de B6. Dans l'autre point qui est intéressant, c'est que certains champignons contiennent notamment, ils sont naturellement riches en GABA, notamment le cordyceps, qui est très riche. Vous avez la pleurote en huître qui est très riche en GABA. Notamment, c'est plutôt les parties aériennes et qui sont riches que les parties mycélium, donc les parties plus souterraines. Donc les sporophores sont beaucoup plus riches en GABA que les parties mycélium souterraines. Vous avez d'autres champignons hein, qui sont riches en lovastatine, qui sont riches en acide gamma-butyrique, aminobutyrique. Vous avez d'autres champignons qui sont très riches et l'alimentation est très riche aussi en GABA. Ce qui est intéressant notamment pour le GABA, c'est que déjà, alors pour le point sur le magnésium, j'en ai parlé, le magnésium, si vous manquez de magnésium, ça ouvre les récepteurs notamment au glutamate, notamment à NMDA, ça va ouvrir les récepteurs au glutamate et ça va exciter. Et des taux élevés de magnésium et de zinc ont permis notamment de réduire la toxicité en fait du glutamate et notamment de réduire les dommages à l'hippocampe et aux amygdales. Et notamment des taux élevés de zinc font du bien au niveau notamment de l'effet calmant au niveau du système nerveux, même si les taux de zinc sont normaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des éléments qui vont calmer le système nerveux. Donc si vous êtes en hypoxie, vous allez créer notamment du glutamate. Rappelez-vous ce que j'ai dit. De l'hypoxie cellulaire, c'est un manque d'oxygène. Attention de ne pas confondre avec la désaturation. Donc le glutamate, vous avez des tampons comme l'adénosine comme l'expliqué, mais vous avez des tampons comme la préninolone, comme le GABA, qui vont calmer le glutamate. Le glutamate en soi est dangereux sur le long terme, mais il est aussi important pour l'excitabilité. Et la préninolone fait la même chose que le glutamate, sans l'effet excitateur, mais en effet calmant. Donc la préninolone, alors c'est dû à l'allopréninolone, mais dû aussi à la progestérone, ça va calmer, mais ça va vous faire du bien, puisque n'oubliez pas que la progestérone permet de transformer la TK33. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai parlé donc de Hegel, j'ai parlé un peu de Tarski, j'ai parlé de Heisenberg, j'ai parlé de Niels Bohr, j'ai parlé de la contradiction de ce illogisme, j'ai parlé de la controverse de cette contradiction du crétois, épinamide, j'ai parlé de Gödel, j'ai parlé de Tarski, tout ceci pour vous expliquer en fait qu'on ne peut pas diviser la pensée complexe et la science. Et aujourd'hui, la science, elle dit qu'elle ne veut pas, en fait, elle veut pas affronter cette contradiction, mais elle naît même, elle naît dans la mère de toutes les sciences, comme la grand-mère de toutes les hormones. Elle naît dans la physique, et notamment par la physique quantique, qui dit clairement que des choses séparées est en fait une réalité inséparable. N'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois.